En 1891, une femme ose l'aventure et met le cap sur le Groenland. Dans sa robe cintrée, elle s'accroche au bras de son mari, dont le regard se perd dans l'immensité de l'horizon. La presse s'emballe pour cette épouse dévouée qui suit son mari, héros des temps modernes, jusqu'au sommet du globe. Toutefois, derrière cette façade, une réalité bien plus complexe se dissimule. Joséphine Diebitsch Péry est marquée par un sentiment d'inaccomplissement. Nul ne lui concède le profil d'érudite, de femme à l'intelligence vive, à la curiosité insatiable, et donc encore moins d'exploratrice. Son seul point faible qui lui fait obstacle ? Eh bien, c'est une femme. Un point, c'est tout. Alors, installe-toi confortablement et découvre l'histoire poignante de Joséphine Diebitsch Péry, ou comment les femmes de l'entre-deux siècles ont été contraintes d'échanger leur émancipation contre les instruments mêmes de leur aliénation. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. À l'aube du XXe siècle, les États-Unis se passionnent pour une romance captivante, étalée à la une des journaux. Joséphine Diebitsch, jeune femme cultivée d'origine allemande, se tient aux côtés de son mari, Robert Peary, à l'ambition secrète de dompter le pôle Nord. Après 3 ans de mariage, tous deux s'apprêtent à mener une expédition au Groenland. Nous sommes en 1891. Et ce voyage étonne, car Joséphine y prend part, prête à graver son nom dans l'histoire comme première femme blanche à hiverner en Arctique. Mais le véritable coup de théâtre, celui qui alimentera tous les gros titres, survient le 12 septembre 1893. Défiant les confins glacés, à seulement 13 degrés du pôle Nord, Joséphine donne naissance à Marie Aniguito Péry. La presse baptise le nouveau-né aux yeux bleus et aux cheveux blonds Snow Baby. Un sobriquet qui propulse instantanément l'enfant sous les feux de la rampe médiatique. La presse américaine exulte. Voilà la preuve extraordinaire que le paradigme familial américain peut prospérer jusqu'aux confins du globe. Et dans cette légende, Joséphine incarne l'héroïsme de l'épouse dévouée, prête à accompagner son mari dans sa quête de gloire nationale. Mais plutôt que de se résumer à une simple épopée de héros défiant le grand froid, ce tableau du couple héroïque révèle surtout la cage dorée dans laquelle la société occidentale du XIXe siècle emprisonnait les femmes. Et pour cause, la société bourgeoise demeure encadrée par un principe immuable, la séparation des sphères. L'homme façonne le monde qui l'entoure. Il en définit la politique, l'économie, l'expansion coloniale et le goût du voyage. Alors que la sphère privée demeure le territoire de la femme. Elle y incarne le cœur du foyer, un modèle de vertu et de stabilité familiale. La société, tout comme la science médicale, tend à considérer son corps comme fragile et mal préparé aux agressions du monde extérieur, le froid étant perçu comme une menace potentielle pour sa fertilité et son équilibre psychique. Dans cet environnement oppressant, Joséphine Diebitsch Péry incarne une figure publique aux multiples facettes. Elle incarne à merveille cette féminité victorienne, tout en devenant sa plus grande transgression.
Un paradoxe confirmé, fait rare pour l'époque, et ce de par la documentation photographique de Robert Peary lui-même. Un premier indice révélateur du regard patriarcal à travers lequel Joséphine était perçue, à l'image de toutes les femmes de cette ère. Une photographie reflète parfaitement l'archétype de cet idéal féminin victorien. Joséphine se tient aux côtés de Robert Peary, tous deux sur le pont d'un navire en route vers l'Arctique. L'image est plus éloquente que tous les discours. Joséphine, accrochée au bras de son mari, le regarde intensément, son corps délicatement appuyé contre la rambarde. Ses jambes croisées la clouent sur place, la livrant corps et âme à l'équilibre de son partenaire. Robert, lui, scrute l'horizon, le visage tourné vers l'ailleurs. Son corps reflète une liberté, une détermination saisissante. Un pied ancré sur une poulie, une main agrippée à une corde, le regard rivé vers l'horizon. Ces gestes rappellent les représentations classiques du conquérant, l'œil rivé sur un territoire à s'approprier. Mais ce qui frappe au premier regard dans cette image, c'est la silhouette de Joséphine, drapée d'une robe et d'un manteau hermétiquement boutonné jusqu'au col. Une garde-robe irréprochable, taillée sur mesure pour les codes bourgeois, sans une once d'extravagance nordique ou d'audace stylistique favorable à l'aventure. Aucun indice, ici, ne laisse présager qu'elle se prépare à braver le froid polaire. Cette image, c'est presque comme si on avait livré un symbole d'élégance féminine, un produit de luxe, au cœur de l'Arctique. Et pour cause, sa présence n'a comme but que de réconforter. Chaque détail de cette image semble être orchestré pour témoigner de la ferveur de Joséphine envers son époux. D'ailleurs, son voyage s'explique uniquement par une obligation conjugale, qui transcende toute notion de plaisir ou d'aventure personnelle. Robert Peary, dans ses écrits et prises de parole, use d'ailleurs systématiquement de cette figure rhétorique, érigeant sa femme en symbole de sacrifice personnel et en incarnation d'un soutien moral sans faille. Ses prouesses faisant d'elle la seule femme blanche à hiverner en Arctique sont constamment ramenées à une simple extension de son rôle d'épouse. La presse américaine s'empare de ce récit. Joséphine n'est pas tant une exploratrice qu'une incarnation radicale de l'engagement féminin, portée à son paroxysme. Son périple témoigne avec force qu'une épouse modèle se doit d'épauler son mari, même aux confins du monde. Cependant, c'est une collection de photographies paradoxalement capturées aux États-Unis et non dans l'Arctique qui révèle davantage l'image de respectabilité à laquelle Joséphine s'accroche. Le décor de cette série est un intérieur bourgeois d'une grande perfection. Les murs se parent d'ornements victoriens, mais ce qui confère à ce cliché une aura si particulière, c'est la mise en scène. Des tapis faits de peau d'ours polaire, des vastes fourrures arctiques habillant les murs et objets ethnographiques disséminés au sol. Les trophées des expéditions arctiques se métamorphosent en objets du quotidien. Joséphine apparaît dans 6 des 13 clichés qui composent cette série. Et sur ces 6 clichés, Joséphine veille à adopter des poses féminines, passives, à 5 reprises cantonnées à des activités domestiques, allant de la lecture à la couture et en passant par le piano.
se confond avec les murs, se noie dans l'ordinaire, devenant un trophée parmi les trophées. Un seul cliché détonne de cette série. On y voit Joséphine, debout au pied de son lit sur un tapis en peau d'ours, qui manifeste une attitude de conquérante. Et à ses pieds, la gueule béante de l'ours polaire fixe l'objectif d'un air menaçant. Ce cliché illustre parfaitement la manière dont Joséphine, à l'instar d'autres exploratrices, est mise en scène dans l'art photographique. En réalité, ce sont des femmes, certes, mais avant tout des occidentales, que le Grand Nord n'a pas ramené à un état sauvage. Bien au contraire, cette photographie s'évertue à prouver sa maîtrise sur la fameuse bête sauvage, désormais simple bibelot inoffensif dans un intérieur domestiqué. Dans ce jeu de dupes, l'ours, autrefois perçu comme une menace, s'abaisse à Joséphine, qui, elle, est propulsée au rang d'icône d'une sorte de victoire de la civilisation. D'ailleurs, n'oublions pas que cette photographie participe à adoucir les contours de l'exploration masculine. Elle nous rappelle qu'une femme blanche peut, elle aussi, s'imposer, même sur les étendues les plus sauvages. Aujourd'hui, on pourrait dire que la photographie a propulsé Joséphine au rang d'icône de la ménagère morale, à savoir une femme capable de faire rayonner les valeurs de sa classe sociale, même dans les situations les plus extrêmes. Même en voyage, Joséphine perpétue son art de vivre. Concocter des plats raffinés, organiser et célébrer les fêtes d'anniversaire, ou encore offrir du thé l'après-midi. Et par ses rituels domestiques, elle parvient à métamorphoser un campement arctique en un prolongement de son foyer victorien. En d'autres termes, à travers cette série de clichés, Joséphine s'adresse à la bonne société dite civilisée en ces termes: « J'ai affronté les extrêmes, mais je reste une lady. Même si un éloignement temporaire s'est imposé à moi, ma stabilité, elle, reste à la maison. » Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Le rôle clé de Joséphine n'est pas tant celui d'incarnation de la femme morale que celui de garante de la suprématie raciale blanche. Une démonstration de pouvoir d'une brutalité visuelle peu croyable. Une scène stupéfiante se dévoile sur une photographie portant la légende « Un jour d'été, Ikwa et sa famille ». Sur la gauche, une famille inuite se révèle. Un homme, une femme et leurs 2 enfants, tous vêtus d'une tenue traditionnelle en peau de phoque. Ensemble, ils ne font qu'un. Et puis, séparés d'eux par un vide, il y a Joséphine, seule. Dans la partie droite du cadre, elle porte une longue robe occidentale à rayures verticales, boutonnée jusqu'au cou. 2 codes vestimentaires que tout oppose et qui peut nous interroger. Soit la famille inuite est trop couverte pour la saison, soit c'est la robe de Joséphine qui est en inadéquation avec la température extérieure. Une interrogation légitime, mais qui peut bien attendre. Nous la réexaminerons après avoir analysé un autre détail qui frappe bien plus notre regard. Joséphine brandit un parapluie ouvert au-dessus de sa tête. Un rempart contre les intempéries, en Arctique, sous un ciel sans nuages. Alors, vous vous direz sans doute, Joséphine fuit les rayons du soleil. Et l'évidence est là, implacable, ses yeux se perdent dans un halo d'ombre. Mais plus que cela, le parapluie a surtout un rôle spatial essentiel et hautement dérangeant, qui crève les yeux. Il expose avec force le contraste de taille entre la dame victorienne et la famille inuite. La taille de la famille réunie semble à peine arriver aux hanches de Joséphine. Un effet accentué par leur position en retrait dans le cadre et la profondeur de champ. Joséphine, elle, irradie le cadre de toute sa stature, magnifiée par son parapluie. Elle écrase toute la famille. Le contraste frôle l'excès, jusqu'à devenir presque caricatural.
une organisation qui reprend les théories raciales de l'époque selon lesquelles les peuples primitifs sont plus petits, donc moins développés que les races supérieures. Cette photographie se transforme ainsi en une pseudo-preuve scientifique de la hiérarchie raciale. Mais recentrons notre attention sur le parapluie, car il recèle bien des surprises. Dans un environnement où les Inuits ont façonné une existence adaptée avec le climat, Joséphine introduit un accessoire incongru, symbole d'une féminité bourgeoise, européenne, victorienne, décalée bien que chargée de sens. Par son utilisation, Joséphine revendique qu'en tant qu'occidentale, elle n'a pas à s'intégrer dans le mode de vie local, qu'elle conserve son statut de lady, que ce lieu s'adapte à elle, et non le contraire. La composition spatiale vient amplifier ce message. L'écart entre Joséphine et la famille inuite n'est pas un simple défaut de cadrage, il révèle une discrimination sociale visible, une ligne de démarcation raciale ostensiblement orchestrée. Joséphine n'envisage pas de se fondre dans le mode de vie inuit, elle maintient sa fidélité envers la société dont elle est originaire. Affirmer que cette image est politique relève de l'évidence même. Si une femme blanche, figure que l'on pourrait croire la plus vulnérable de la civilisation occidentale, parvient à s'épanouir et à maintenir un statut bourgeois dans ces contrées reculées, elle incarne la démonstration irréfutable que ces territoires sont maîtrisés et propices à la colonisation par les populations blanches. Joséphine incarne, par sa simple présence et son comportement, l'idée que l'Arctique est une extension naturelle de l'Amérique civilisée. Cette photo témoigne donc à elle seule de la puissance coloniale, incarnée par la simple présence de Joséphine. D'ailleurs, cette dernière, dans ses propres récits, s'affiche délibérément comme la gardienne de la race blanche. Son journal de voyage, publié en 1893, témoigne de ce mépris. Elle y dénigre les Inuits, les afflux blancs des termes de husky et de singe, allant jusqu'à les qualifier, je cite, « de gens les plus sales que je n'ai jamais vus ». Des mots qui confortent son repli social et affichent une supériorité de classe, reléguant autrui à une position visuelle d'infériorité. Mais derrière les apparences se cache une femme aux antipodes de l'image que projette Joséphine. Un portrait au format carte de visite révèle une Joséphine métamorphosée, presque insaisissable. Elle y apparaît en parka, capuche sur la tête, son visage noyé dans un cadre de fourrure. Mais surtout, et c'est le détail qui aurait choqué les contemporains, on aperçoit en bandoulière, dans son dos, une arme à feu. Le fusil est bien mis en évidence, porté comme le porterait un chasseur ou un explorateur. C'est l'instrument masculin par excellence, celui qui tue, qui protège et qui conquiert. L'image se révèle ainsi presque comme une déclaration d'autonomie, celle d'une femme exploratrice et chasseuse affirmée. En fin de compte, une affirmation de liberté et de force physique qui devrait, aux yeux de ses contemporains, être l'apanage exclusif de la masculinité victorienne. Si cette photo a pu être prise, c'est que Joséphine a soif d'horizons nouveaux, loin de l'enfermement domestique. Et pour cause, avant son mariage, elle a même travaillé personnellement pour le Smithsonian Institute, un exploit pour une femme de l'époque. Elle est de ces New Women qui réclament l'accès à l'université, au travail salarié et à une vie intellectuelle en dehors du lien conjugal. Et ce besoin d'indépendance ne s'estompe pas après son mariage. Bien au contraire, l'Arctique se révèle à ses yeux comme un territoire ambivalent, un lieu où elle pourrait marchander une liberté, inconciliable avec les carcans de la bourgeoisie occidentale. Ce portrait, carte de visite, en est la preuve. Elle se fait photographier en exploratrice, armée, en fourrure, prête à affronter les éléments. Mais le paradoxe ultime réside pourtant dans le fait que cette image ne circule que sous le sceau d'un récit de fidélité conjugale. Joséphine ne remet jamais en question la domination de son mari, et son courage
même mis en scène photographiquement, est toujours celui de l'épouse, jamais celui d'une ambition propre et d'une revendication d'égalité. Toutefois, c'est l'ensemble des clichés de Marie Aniguito, alias Snow Baby, qui illustre la transgression la plus audacieuse de Joséphine en matière de transgression corporelle. D'emblée, une photo de Marie enfant format carte de visite à nouveau, probablement prise en studio lors d'une tournée de conférences aux États-Unis, nous saisit. L'enfant, qui devait avoir à peine 3 ou 4 ans, s'affiche également en parka à capuche bordée de fourrure, le visage dissimulé sous la capuche. Ce qui saisit avant tout, c'est ce jeu de contraste, une fourrure sombre qui met en valeur des cheveux blonds, des yeux d'azur, un teint d'une blancheur immaculée, autant de traits emblématiques de l'idéal victorien de la race blanche. Cette photo ne révèle pas un simple enfant innocent, mais une alliance inédite, celle de la civilisation occidentale et de l'Arctique sauvage. La preuve que, non seulement un enfant peut naître et survivre au-delà du cercle polaire arctique, mais aussi y prospérer, autant de signaux encourageant l'Occident à croire en son avenir sur ces terres. Mais c'est une autre image qui est peut-être la plus politiquement chargée. Capturée en Arctique, cette image saisissante dévoile Joséphine, dressée face à l'immensité glacée. Elle se révèle, le menton haut, Marie tendrement blottie contre elle. Ce n'est pas une posture de victime des éléments, de femme fragile submergée par les épreuves. C'est une posture de mère de famille, triomphante et conquérante. Son regard révèle une détermination sans faille, et son enfant, brandi dans ses bras, est un trophée, la preuve vivante qui prouverait la victoire de la civilisation sur la nature sauvage. Cette image a conquis la planète entière, une diffusion massive qui présente l'Arctique non plus comme un endroit invivable pour la race blanche, mais comme un lieu où même la femme peut accoucher et élever un enfant en bonne santé. Et pour saisir toute la pertinence de cette photographie, replongeons-nous dans le contexte médical de l'époque. Les médecins considèrent alors la grossesse et l'accouchement dans le froid polaire comme une folie suicidaire. La science raciale de la fin du XIXe siècle soutient que seules les races dites primitives sont biologiquement adaptées au climat polaire et que les femmes blanches, dont la constitution des plus délicates nécessite chaleur et confort, ne peuvent y survivre sans compromettre leur fertilité et leur santé mentale. Joséphine réfute donc cette théorie. Au Groenland, le mercure dégringole parfois jusqu'à -50 degrés. Les nuits polaires durent des mois. L'enclavement est désormais total. Aucun secours médical n'est disponible. Et pourtant, Joséphine, non seulement mène une grossesse à terme dans ces conditions, mais elle accouche en plein fjord d'un bébé en parfaite santé, ce qui dément l'idéologie de la faiblesse féminine. Mais loin de remettre en cause le discours médical dominant sur les femmes, Joséphine et Robert ne théâtralisent jamais cette prouesse. Et c'est là le nœud du paradoxe, car ils interprètent cet exploit comme la démonstration de la force de l'amour conjugal. C'est-à-dire qu'une femme peut tout endurer,
même l'impossible, pour son mari. Le corpus photographique de Marie vient donc confirmer la possibilité pour les femmes blanches de s'emparer physiquement de l'Arctique, tout en maintenant cette conquête dans les limites acceptables de la maternité et du devoir conjugal. Toutefois, derrière cette image de l'épouse épanouie, de la mère victorieuse, de la lady audacieuse, Joséphine dévoile dans ses écrits personnels qu'elle est grandement insatisfaite du rôle qu'on lui assigne. Tandis que les hommes de l'expédition partent en traîneau, explorer le pays, lever les cartes, conquérir les pôles, elle est au camp, assignée aux tâches ménagères quotidiennes. C'est avec une pointe d'amertume qu'elle juge ses journées insatisfaisantes, reconnaissant qu'elle en accomplit trop peu au regard des standards masculins. Une frustration d'autant plus vive qu'elle possède l'instruction, l'intelligence et la soif de savoir scientifique qui lui donnerait les clés pour s'investir pleinement dans les projets de son mari. Et son seul ennemi, c'est son sexe. Oui, elle peut porter le fusil pour la photo, mais elle ne peut pas vraiment l'utiliser lors d'expéditions. Elle peut accoucher dans l'Arctique et en faire un spectacle médiatique. Mais elle ne saurait cependant revendiquer le titre d'exploratrice. Paradoxe qui culmine lorsqu'elle apprend en 1900 que Robert Peary a une liaison avec une femme inuite, Alekasina. Une trahison qui révèle l'inégalité profonde cachée derrière le prétendu sacrifice qu'on exige d'elle. Alors qu'elle incarne publiquement la fidélité et le dévouement conjugal, son mari s'octroie une liberté sexuelle et peut-être affective. Et cette dissymétrie sexuelle, Joséphine la dissimulera toute sa vie. Même après le décès de Robert Peary le 20 février 1920, elle reste la garante de l'honneur de leur mariage et du mythe héroïque qui entoure son défunt époux. Une posture qui exige de taire les secrets les plus intimes de Robert, sa liaison avec Alekesina et les 2 enfants qui en sont issus. C'est dans cet univers feutré que Marie, l'enfant des neiges devenue jeune femme, trace désormais son chemin. Cependant, son surnom persiste dans les esprits et son nom de famille reste indissociable de celui de son père. Enfant d'un lourd passé familial, elle décide avec sa mère d'élever un monument au Groenland en la mémoire de son père. Mais si la reconnaissance est là, les remous arrivent après la mort de Joséphine en 1955. Très vite, Marie doit faire face à l'existence de ses demi-frères inuits. Une épreuve qui culmine en 1987, lors d'une réunion de 7 fratries au passé tumultueux. Un héritage qui résonne avec la figure déchirée de Joséphine Diebitsch-Peary, qui elle-même a toujours été confrontée à une contradiction fondamentale, celle d'utiliser son privilège de race et de classe pour s'octroyer une liberté strictement prohibée à son sexe. Tout en feignant de se soumettre aux codes patriarcaux, elle préservait une façade de respectabilité bourgeoise, un rempart pour elle-même, mais surtout pour son époux. Jamais elle n'a pu se dire exploratrice sans provoquer le scandale et la ruine de sa réputation. Mais elle n'a pas, non plus, pu se faire à la vie d'épouse qu'on attend d'elle. Et c'est dans cette tension entre révolte contenue et conformisme permanent qu'est né un usage particulier de la photographie. Un usage qui ne se limite pas à enregistrer, mais qui met en scène ce paradoxe. Quand le portrait au fusil dit « Je suis une exploratrice, je suis armée, je suis capable », l'image ne circule que dans le récit du dévouement conjugal.
Quand la photo au parapluie clame une supériorité raciale et civilisationnelle, elle masque en réalité un sentiment d'infériorité en tant que femme blanche au sein d'une société patriarcale. Quand les images du Snow Baby clament avoir accompli un exploit physique jugé impossible par la science, cette prouesse se mue instantanément en symbole de dévouement maternel. L'appareil photo sert d'instrument de négociation visuelle de l'identité de Joséphine en tant que femme occidentale. S'afficher en Arctique, c'est défier son statut de femme civilisée et bourgeoise, une image qu'il faut donc sans cesse retoucher pour éviter tout scandale. Mais l'objectif a une autre fonction, celle d'exercer un pouvoir dont la femme est elle-même privée. Elle compense sa propre infériorité dans la hiérarchie blanche et masculine. L'appareil photo est donc l'instrument d'un double regard, celui d'une femme qui témoigne de sa propre émancipation, restreinte mais effective, et celui d'une colonisatrice qui objectifie l'autre pour confirmer sa supériorité raciale et civilisationnelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Si toi, chère auditrice, tu as aimé cette plongée dans la vie de Joséphine Diebitsch-Piri, n'hésite pas à mettre des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi retrouver Nicéphore sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Tu trouveras en description toutes les sources de cet épisode. Prends bien soin de toi et souviens-toi, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.